j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour notre nouvelle vidéo. Où est-ce que tu en es actuellement de ces WSOP de ton côté? Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, on est en plein désert du Nevada, à Las Vegas, après 3 semaines. Euh, Comment dire? Alors, à cet instant, bah, c'est une très très grosse semaine, puisque c'est la semaine du main event, qui est officiellement le championnat du monde de poker, où un grand nombre de joueurs vont se retrouver pour batailler, pour gagner le titre officiel de champion du monde. Un in de monnaie pour l'instant, environ sur une dizaine de tournois, ce qui n'est pas non plus le meilleur résultat que je pouvais escompter. Mon niveau de jeu est plutôt bien, mais voilà, on est focus sur encore 2 semaines et surtout sur cette semaine du main event où je ne sais toujours pas si je vais faire le main event, mais je vais peut-être expliquer les raisons un petit peu plus tard. Oui, parce que du coup, on en avait parlé en amont, mais toi, tu avais pour objectif de réaliser environ la totalité du buy-in en tant que cash price, pardon, pour te décider si tu allais rentrer ou pas dans ce main event. Tout à fait. Avant de démarrer notre aventure, je m'étais donné comme challenge de gagner, d'avoir des gains supérieurs au main event, c'est-à-dire des gains supérieurs au total à 10 000 $. Chose que j'ai réalisée sur les 5 premiers mois, ce qui est très bien. Alors je voudrais juste préciser, en fait, des gains aussi de 10 000 $ ne veulent pas dire un profit de 10 000 $. C'est-à-dire des gains, c'est tout l'argent que j'ai pu amasser en mes résultats de poker, mais je n'ai pas soustrait les buy-in qui seraient le profit. Donc en général, quand on fait, vous jouez une certaine mise, vous avez un gain quand vous gagnez, quand vous êtes dans l'argent, et le profit, c'est votre gain moins votre mise, ce qui évalue votre profit du tournoi. Et c'est comme ça un petit peu qu'on évalue la différence entre gain et profit, un petit peu comme on ferait dans un business, la différence entre le chiffre d'affaires et les bénéfices. C'est exactement là. Donc là, j'avais plutôt objectif de chiffre d'affaires de 10 000 $ pour pouvoir m'inscrire et de me donner le droit d'inscription au main event 2023. Tu estimerais que tu es assez loin ou pas justement de ce 10 000 $ de profit cette fois? Alors, sur les 10 000 $ de profit, là, j'en suis beaucoup plus loin. À cet instant, je ne suis pas profitable sur l'entièreté de mes tournois. Et on pourrait même aussi expliquer la différence pour un joueur professionnel de poker. Donc, il y a un profit des tournois, c'est-à-dire l'ensemble de votre mise comparé à l'ensemble de votre gain. Donc, si vos gains sont supérieurs à vos mises, alors vous êtes profitable au niveau des tournois. Mais être un joueur de poker professionnel, c'est aussi inclure tous les transports, tous les hôtels, tous les restaurants, c'est-à-dire tous les frais pour vraiment être profitable sur l'activité poker en général. À aujourd'hui, je ne suis pas profitable sur l'activité poker et je ne suis pas profitable sur l'entièreté de mes tournois. Quelque part, c'était prévu par rapport aussi à mon niveau. Je suis un joueur de poker amateur, mais quelque part, c'est ça un petit peu les nuances entre les joueurs professionnels et les joueurs amateurs comme moi qui s'essayent à jouer au poker de manière plus régulière. De ton côté, tu estimerais qu'il y a à peu près combien de pourcentage de joueurs professionnels comparé à des amateurs? Alors là, la réalité du poker, en tant que joueur professionnel, on estime entre 2, 3, 4% maximum de joueurs de poker qui sont profitables avec leur activité et qui gagnent de l'argent en plus. C'est-à-dire non seulement ils gagnent leurs frais, leur transport, leur hôtel, leur restaurant, mais en plus qu'ils gagnent de l'argent par-dessus ça. Donc imaginez, l'estimation est environ 98% de joueurs qui ne font pas de bénéfices avec le poker. Ensuite, on peut estimer qu'il y a environ 10% qui vivent leur passion, c'est-à-dire entre leurs gains et leurs frais qui arrivent à l'équilibre, qui sont break-even, c'est-à-dire qui vivent de leur passion, de leur poker, mais qui ne génèrent pas plus de profit que ce qu'ils ne gagnent. Ce qui est déjà bien de vivre de sa passion, hein. Donc ça fait que vous pouvez imaginer qu'il y a plus de 85% de joueurs aujourd'hui qui participent au WSOP ou qui font des petits tournois près de chez vous, on va dire, et qui ne sont pas profitables. C'est-à-dire qui perdent de l'argent mais qui vivent de leur passion. Justement, pourquoi eux continuent de jouer? Parce que au final, ils ne gagnent pas d'argent, mais comment ça se fait? C'est vraiment ce côté passion qui reste pour eux le principal? Tout à fait. Alors j'espère en tout cas que c'est la passion du jeu et non pas l'addiction du jeu. Mais aussi, alors en tout cas pour les WSOP, il y a une énorme part de rêve. Le main event
aime bien vendre cette part de rêve, c'est-à-dire vous allez mettre une somme d'argent sur la table et vous allez avoir votre 5 minutes of fame, 5 minutes de gloire, alors soit parce que vous allez passer à la télé ou parce que vous allez faire une action extraordinaire ou alors juste que vous allez vraiment faire la performance de votre vie pendant ce main event. Donc c'est vraiment la dimension de passion mais aussi de rêve que le poker carry avec elle et qui amène aussi à avoir tellement de joueurs perdants, dont j'en fais partie, qui veulent quand même continuer et qui se payent cette part de rêve pour participer à un événement aussi prestigieux. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait seulement 2% des joueurs qui vivaient de manière professionnelle du poker. Est-ce que par ces 2%, tu entends les joueurs qui vivent uniquement du jeu de poker ou aussi de tous les revenus qui vont autour, par exemple s'ils sont sponsorisés ou quoi? Comment est-ce que ça se passe ça? Alors tout à fait, aujourd'hui, un joueur de poker doit avoir une diversité de revenus assez large pour se garantir une stabilité. Aujourd'hui, tous les revenus de poker n'ont pas la même stabilité. On va dire que le tournoi live aujourd'hui, qui paraît le plus prestigieux et le plus excitant, c'est le moins stable possible. C'est-à-dire garantir des gains quand vous affrontez, même si vous êtes encore une fois le meilleur du monde, à des fields de 8000 joueurs ou 7000 joueurs, c'est extrêmement difficile. Donc le joueur de poker professionnel est obligé de se diversifier. Se diversifier en premier suivant les différentes channels, c'est-à-dire jouer en live et jouer en online, mais aussi se diversifier en termes de différents jeux. C'est-à-dire il va jouer quand vous jouez en cash game, qui est une différente variante entre guillemets du poker, c'est-à-dire que vous rentrez avec une somme d'argent et vous allez ressortir quand vous voulez après le jeu de la table avec une nouvelle somme d'argent. Bien entendu, on va escompter qu'elle soit plus grande. Et là, par exemple, pour les joueurs de poker professionnels, en général, cette somme est beaucoup plus stable que dans un tournoi, donc, mais par contre beaucoup moins grande. Aujourd'hui, quand vous gagnez un main event, vous allez multiplier par 1000 votre mise. Vous allez rentrer avec 10 000 dollars et vous allez sortir avec 10 millions de dollars. C'était extraordinaire. Ça arrive assez peu, même quasiment jamais en cash game. Mais par contre, vous allez pouvoir peut-être jouer tous les jours en misant 100 et en gagnant 300, 400, 500. Et c'est là qu'en fait les joueurs de poker professionnels vont garantir des revenus fixes. Donc ça, c'est tout ce qui est partie jeu. Ensuite, comme tu viens de le dire, il y a le sponsorship. Mais ça, il y en a très peu aujourd'hui où soit des plateformes ou des sites de coaching vont payer un joueur pour les représenter, c'est-à-dire qu'il va leur donner aussi une stabilité à la fois pour ses revenus, qui vont payer souvent ses frais ou ses buy-in à l'intérieur du tournoi. Donc ça, c'est un petit peu les formes et les diverses formes de revenus qu'un joueur peut avoir. Ensuite, après, il y aura une autre forme qui s'appelle le stacking, c'est-à-dire quand quelqu'un d'autre va acheter des parts de votre tournoi. Bien entendu, pour que quelqu'un mise sur vous, il faut que vous ayez déjà un très grand nombre de résultats positifs qui va garantir aussi à votre investisseur un retour sur investissement raisonnable. Et en général, sur les plus grands pros, ils vont appliquer ce qu'on appelle un markup, c'est-à-dire c'est pas parce que vous achetez 10% de vos parts que vous allez toucher 10% de vos revenus. Ils vont appliquer un markup, ce qui va faire descendre la part de l'investisseur, mais qui va aussi lui garantir. Aujourd'hui, j'aimerais être stacké, mais je ne vois pas quel investisseur miserait sur moi au vu de mes résultats récents pour pouvoir avoir ces revenus. Alors, ce serait vraiment un gros gambling, mais on va dire que je fais partie des gros outsiders de ce main event. Moi, j'ai un petit peu du mal à comprendre. Quelle est la différence exactement entre du stacking et un sponsor? Parce qu'au final, on y retrouve quand même de nombreuses similitudes, non? Le sponsor, c'est juste de la représentation. Ben, regardez, par exemple, aujourd'hui, j'ai mis le logo d'Octopop. Bien entendu, je suis mon propre sponsor, donc je m'autofinance, donc il n'y a aucun. Donc en fait, c'est juste de la représentation. C'est être peut-être à une table télévisée, à une table finale, à être dans les couloirs du WSOP et représenter une marque. Donc, c'est-à-dire le sponsor va me payer pour représenter une marque. Le stacking, c'est quelqu'un qui va acheter des parts de mes actions, c'est-à-dire une entrée du main event, c'est 10 000 dollars. Quelqu'un va me donner 1000 dollars en échange d'un pourcentage de mes revenus si je gagne par exemple 10 millions de dollars si je finis champion du monde. Et ça, en fait, c'est la vraie différence. Un, on est dans un objectif de représentation et l'autre, on est dans un objectif d'investissement. Pour un joueur de poker, cette nécessité de diversifier ses revenus, c'est vraiment pour se stabiliser et pouvoir vivre de sa passion, encore une fois.
En général, j'espère en tout cas qu'il y a toujours cette passion, mais c'est aussi faire face à des types de revenus qui n'ont pas du tout la même volatilité. C'est ce dont je parlais, c'est-à-dire clairement le poker de tournoi en live, c'est pour se faire plaisir, c'est pour de l'adrénaline, c'est pour du rêve. Aujourd'hui, un joueur en ligne, j'ai eu la chance de discuter avec des professionnels quand j'étais en France. Leur quotidien, c'est 70 heures à 80 heures par semaine d'online à jouer sur 5, 10, 12, 15 tournois en même temps. C'est-à-dire, ce sont des vrais Oui. staccanovistes du poker, où quelque part, là aussi, en discutant avec eux, j'ai eu du mal à percer le plaisir. Mais en tout cas, là, c'est travailler sur un énorme volume pour générer des gains. Là où c'était intéressant aussi de discuter, pour ces jeunes personnes en tout cas, c'est de se dire, s'ils investissaient leur temps, 80 heures de leur temps qu'ils jouent pour le poker, pour peut-être une autre activité, je suis sûr qu'ils gagneraient bien plus en ayant beaucoup plus de stabilité de gain. Mais encore une fois, on joue avec cette passion et ce volume qui va faire peut-être qu'ils vont pouvoir se payer justement un main event, ou ils vont pouvoir se payer d'autres résultats, où là, ils vont performer et peut-être monter en gain et peut-être pouvoir se faire coacher et peut-être pouvoir changer de level. Parce qu'il ne faut pas croire que tout le monde rentre aussi au même niveau. Il y a des gens qui commencent à jouer avec quelques centimes sur des plateformes et d'autres gens qui jouent des centaines de milliers de dollars tous les jours quand ils jouent ces 80 heures. Alors, il y a énormément de joueurs, comme tu dis, qui ont une énorme quantité de jeux, par exemple, comme tu disais, entre 12 et 15 tournois en même temps. Enfin, j'ai du mal à percevoir, moi, de mon point de vue vraiment très amateur pour le coup, euh, comment est-ce que un joueur peut se concentrer sur la partie et se dire, tiens, ça va être le moment pour jouer ou quoi. Ben, c'est là où des outils online aident à performer, c'est-à-dire vous avez des trackers et ils appliquent aussi des ranges un petit peu automatiques. Donc c'est quoi appliquer des ranges automatiques? C'est-à-dire suivant leurs mains, leur move est quasiment automatique. Ils ne regardent pas la situation à la table. Donc, c'est-à-dire, si vous avez As-Roi, c'est Tribet. Si vous avez Paire d'As, c'est Call ou Forbet. Encore une fois, là, ne me cautionnez pas sur les mains dont je parle, mais c'est un peu automatisé. Et c'est pour ça que j'appelle ça des staccanovistes. C'est-à-dire que l'idée, c'est faire un énorme volume et à un moment, attraper justement ces tournois où vous allez multiplier par 100, par 1000 votre mise, qui va couvrir tout l'investissement de temps que vous aurez passé sur d'autres tournois beaucoup plus petits. Et c'est ça qui va faire augmenter votre bankroll et qui va vous permettre de jouer peut-être à une limite au-dessus. Et puis après de jouer à une limite au-dessus, peut-être d'atteindre des high limits qui va peut-être vous donner un confort, mais bien entendu avec un risque toujours présent et avec une capacité de perdre beaucoup plus, toujours plus quand vous montez de buy-in. D'accord. En fait, jouer en ligne, c'est vraiment avoir de nombreux automatismes de jeu avec un petit peu moins de réflexion derrière. Il y a beaucoup aujourd'hui de technologie. On parle de GTO, on parle de tracker, on parle de plein d'outils qui aident à la décision. On a parlé récemment de la décision. Il y a énormément aujourd'hui d'outils qui un peu automatisent les décisions pour après se concentrer quand ils arrivent à monter sur des gros tournois. Et là, après, ils sont de plus en plus focus sur les tournois qui restent et qui vont être les plus alléchants. Donc oui, c'est très technique aujourd'hui. Le online est très, on va parler beaucoup plus de volume que de qualité et de rêve qu'on va pouvoir parler sur un tournoi live, par exemple. Je vais revenir un petit peu plus sur le sujet. Tout à l'heure, tu parlais entre 10 et 15% de joueurs qui arrivaient à être en positif ou en nul, en tout cas sur leur profit. Est-ce que tu peux me parler davantage des 85% qui restent? Ben, 85% dont j'en fais partie, il y a 85% aussi de rêveurs qui vivent à la fois leur passion, qui vivent l'adrénaline à faire partie de ces gros tournois, de cette partie de rêve aussi de faire son one time, c'est-à-dire faire cette grosse performance qui va peut-être vous permettre d'en vivre un peu ou peut-être d'avoir une aventure de 1 an, 2 ans, 3 ans, suivant le montant que vous allez gagner. Mais c'est sûr que euh, il va y avoir une partie de gens qui sont addicts aussi dans cette partie, mais les gens que je rencontre tous les jours, c'est vraiment des passionnés. C'est des gens qui jouent le vendredi soir chez leurs amis, ils vont se faire un tournoi par semaine. C'est plutôt vraiment des gens qui vivent le poker comme un plaisir et qui quand même continuent de rêver à cet exploit qui va les sortir en tout cas de leur quotidien, qui va les mettre sur le devant de la scène peut-être encore une fois pour ces 5 minutes de gloire. Bah, je pense qu'on a fait le tour de ce dont on voulait parler. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter de ton côté?
Non, non, ben, encore une fois, ma décision n'est toujours pas prise parce qu'aussi on n'a pas parlé aujourd'hui de deux petites choses qui sont la confiance et la dynamique. Et la confiance aujourd'hui et la dynamique ne sont pas avec moi, mais j'ai encore quelques jours pour prendre ma décision. Donc j'espère que nos spectateurs vont nous suivre et qu'ils auront la bonne surprise, j'espère, de me voir sur le main event. Ou peut-être pas parce que j'aurai pris une décision différente et on verra ça ensemble, je pense, dans les prochaines semaines. Ok, bah super. Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions et puis on se voit une prochaine fois et puis merci à nos auditeurs encore. Merci et au revoir à tous.